Le 9 octobre 1881, on inaugure la toute nouvelle ligne de chemin de fer de l'Est de Lyon qui relie Saint-Genis à Lyon en passant entre autres par les Avenières. Là-bas, à Saint-Genis, c'est une grande fête. On dresse un chapiteau et on sert un buffet digne de Gargantua. Et à partir de ce jour, sur les voies scintillantes, les trains filent en brandissant bien haut leur panache de fumée, étendard du progrès. Les habitants des environs sont fiers de leur train. C'est un peu comme si la grande ville s'était d'un coup rapprochée. En 3 heures à peine, on est à Lyon. Puis il rend bien des services, ce train. On y charge le bois, le tissu confectionné dans les usines et les ateliers du village, le vin. On fait venir toutes sortes de marchandises de la ville. Et le samedi, ce sont des chalands bien plus nombreux qui peuvent venir au marché. Mais, comme bien souvent, les travaux des hommes viennent troubler le monde secret des habitants ancestraux des lieux. Cela fait bien longtemps que les hommes ont oublié ces êtres discrets attachés depuis toujours aux collines, aux plaines et aux marais. Depuis que la Féronne est venue dans la vallée, les marécages sont habités par des elfes élégants et paisibles. Ils se cachent au milieu des bancs de brume, leurs habits de voile se mêlent au brouillard dont ils se nourrissent. Leurs silhouettes gracieuses se confondent avec les hautes herbes et les roseaux. Bien souvent, ils apparaissent avec la brume du soir et disparaissent quand le vent chasse le brouillard du matin. Des elfes, on en parle encore parfois au coin du feu les soirs d'hiver, sans y croire pourtant tout à fait, tant ils savent se dissimuler au regard des hommes. Par superstition, on les craint un peu, mais c'est parce qu'on ne les connaît pas. Les elfes des marais ne feraient de mal à personne. Leur seul plaisir, c'est de danser. Quand la brume est légère sur le marais et la nuit claire dans le ciel, les elfes, hommes et femmes des marécages, se retrouvent au milieu des eaux paisibles pour tournoyer et virevolter au son d'une musique qu'ils sont les seuls à entendre. Depuis tous ces siècles qu'ils viennent au bal, rares, très rares sont les humains qui les ont aperçus. Les marais repoussent les hommes quand vient la nuit. Et dans ce palais de brume fragile, protégé de mystère, les elfes peuvent danser en paix. Pourtant, en cet automne 1881, leur sanctuaire vient d'être violé par le train lourd et bruyant qui traverse le marais. C'est comme une déchirure dans le monde délicat des danseurs de brume. Pendant plusieurs jours, les elfes restent cachés, terrés, effrayés par ce monstre d'acier qui crache sa brume nauséabonde dans un grand vacarme. Cela dure presque toute une lune. Puis, les elfes s'habituent à ce nouvel intrus dans leur domaine. Souvent déjà, ils ont dû se familiariser avec les bouleversements que les hommes leur ont imposés. De plus, les elfes ont observé que le monstre ne fait que passer. Jamais il ne s'arrête dans le marais et jamais il ne vient la nuit. Alors les bals reprennent. Cette nuit de novembre, la brume glacée a déposé un décor de dentelle blanche sur tout le marais. Enchantés par la beauté des sculptures de givre, les danseurs de brume tournoient, emportés par la musique cristalline des eaux glacées. Tout à leur danse, ils n'entendent pas le train qui pénètre dans le marais et s'approche dangereusement. Ce n'est que le crissement aigu des roues de fer qui les sort de l'enchantement. Les elfes s'immobilisent, ils restent hébétés devant le monstre de fer fumant. Le train s'est arrêté à quelques mètres d'eux seulement. Ils ne comprennent pas. Les trains ne roulent pas la nuit d'habitude. Les danseurs devraient s'enfuir, se cacher, se fondre dans la brume pour échapper à cette bête terrible qui les terrorise. Mais les elfes craintifs se montrent cette nuit-là plus curieux que prudents. Un détail les intrigue. Un homme est descendu du monstre d'acier. Serait-ce cet homme qui commande à la bête noire et rugissante? Et pourquoi a-t-il arrêté son monstre devant eux? L'homme, lui, reste immobile à côté de la machine. Il regarde les elfes figés devant lui. Ses yeux sont arrondis d'étonnement, sa bouche ouverte de surprise. Il n'ose pas faire le moindre geste. Il a bien trop peur de faire disparaître ses danseurs plus légers que le vent. Les elfes se rassurent. L'homme ne leur veut pas de mal. Ils sentent ces choses-là.
L'un des danseurs, plus hardi que les autres, s'approche de l'homme et il lui demande « Qui es-tu? Que veux-tu » L'homme répond en bredouillant « Je m'appelle Émile, et c'est moi qui conduis le train. » Puis, conscient d'avoir dérangé ces êtres étranges, il ajoute comme pour s'excuser « La machine est tombée en panne à Host. Le temps de la réparer, la nuit était là. Il fallait que je rentre au dépôt. Je voulais pas déranger. C'était beau, votre danse. » À ce moment-là, le danseur de brume voit tellement d'envie dans le regard de l'homme, de la douceur aussi, qu'il lui dit « Tu veux danser avec nous ?» Sans réfléchir à ce qu'il fait, Émile accepte. L'elfe lui fait signe d'avancer. Le conducteur de train entre dans la brume qui s'ouvre pour le laisser passer. Une danseuse à la longue robe de brouillard blanc lui tend la main. Émile y dépose la sienne, délicatement, sans oser serrer la main douce comme la brise. La jolie elfe referme sa main sur celle d'Émile et d'un pas résolu, elle l'entraîne dans la danse qui reprend. Au milieu des elfes, Émile entend la musique du marais, le rythme lent des eaux dormantes, le tintement des gouttelettes de brume. Encouragé par le beau sourire de sa partenaire, il suit la mesure de cette étrange mélodie. Comme par enchantement, ses pas se font légers dans ses lourdes chaussures. Ses mouvements se font gracieux dans ses vêtements épais. Son cœur se fait joyeux de tout ce bonheur simple partagé avec les êtres des marais. Émile danse aussi longtemps que la lune éclaire la brume de sa lumière blanche. Juste avant le petit jour, quand les elfes disparaissent entre les hautes herbes, lui remonte dans la machine d'acier. Comment les soirs suivants le conducteur de train arrive-t-il à sortir la machine à la nuit tombée? L'histoire ne le dit pas. Mais il revient chaque soir que la brume est légère sur le marais et la nuit claire dans le ciel. Chaque nuit, il arrête sa machine au milieu du marécage et avec les elfes, il danse jusqu'au petit matin. Avec eux, il accorde ses pas aux pulsations du marécage. Il suit leur farandole joyeuse comme la lune de printemps. Il partage leur valse lente comme l'automne qui s'installe. Un soir, il amène son frère. Émile est impatient de lui faire découvrir le bal des saisons qui se tient dans le marais. Comme les danseurs de brume l'acceptent avec plaisir dans leur volte nocturne, le frère vient avec Émile chaque fois qu'il peut. Les semaines passent, les mois défilent, Émile et son frère font monter dans le train des amis qui, comme eux, aiment ces moments délicats passés dans les marais. Ils dansent avec les elfes, ils battent le tempo des saisons. C'est un peu de joie simple dans leur vie parfois difficile, un peu d'insouciance dans un monde parfois bien dur. Les années courent, les passagers ne sont pas toujours les mêmes dans le train. Certains s'en vont, d'autres arrivent, mais tous gardent le secret des bals de brume. Quelques-uns perdent la vie, mais ceux-là continuent de venir danser. Les elfes ne craignent pas les spectres qui sont fragiles et légers comme eux. En 1924, Émile est emporté par une mauvaise grippe. Mais chaque soir que la brume est légère sur le marais et la nuit claire dans le ciel, il est là, fantôme délicat et heureux, à la tête de son train rempli de danseurs qui viennent à la fête des elfes. Plus tard, le chemin de fer s'endort, le monstre d'acier reste enfermé dans son hangar. Mais sur les rails qui rouillent doucement, le train de nuit continue d'amener ses danseurs au bal des marais. Un jour, on arrache les rails, mais ça n'empêche pas le train mystérieux de fendre la nuit pour déposer ses danseurs dans le palais des elfes. Qui sait, peut-être qu'une nuit de brume légère et de ciel clair, vous le croiserez, ce train des marais. Peut-être que vous aussi, vous rejoindrez des danseurs de brume qui valsent au rythme du temps. Au tout début du siècle dernier, habitait au village un gamin qui ne tenait pas en place. Sa grand-mère disait qu'il avait des aiguilles sous les fesses. Son grand-père affirmait qu'il était encore plus polisson que ses chèvres, ce qui n'était pas rien vu que les chèvres du grand-père faisaient des ravages dans tous les potagers des alentours. Quant à ses parents,
Ils se désespéraient, ne voyant vraiment pas quoi faire de leur fils. Tout le monde l'appelait le petit Pierre, c'est qu'il était vraiment tout petit. Malgré ses bientôt 8 ans, on avait peine à le voir derrière son pupitre à l'école. C'est vrai aussi qu'à l'école, il n'y était pas souvent. Il préférait courir la campagne, aller à la pêche, grimper dans les arbres, chipper des pommes, et surtout faire les pires bêtises qu'on puisse imaginer. Ce jour-là, en passant dans la grande rue, l'envie lui prend tout d'un coup de faire un peu de désordre dans la boutique si bien rangée du ferblantier. Il faut reconnaître que pour un garnement comme lui, c'est bien tentant ce magasin rempli jusqu'au plafond de seaux, d'arrosoirs, de boîtes, de casseroles et de marmites. Quel joyeux tintamarre quand on y met un peu d'animation. Et la moustache du ferblantier qui s'agite dans tous les sens quand il est furieux. Un régal pour le galopin. Discrètement, il entre dans le magasin pendant que le ferblantier a le dos tourné. Petit comme il est, personne ne le remarque. Au passage, il attrape une bobine de ficelle. Il attache la ficelle à un escabeau posé tout près d'une pile branlante de grands seaux de fer. Il ne lui reste plus qu'à sortir de la boutique en déroulant la ficelle. Une fois dehors, caché derrière le volet de bois, il tirera dessus un grand coup sec, et ce sera la grande symphonie des casseroles. Avec un peu de chance, le ferblantier se trouvera coiffé d'un seau. Mais juste au moment où Petit Pierre va sortir, c'est le père Jean qui entre dans le magasin. Petit Pierre se jette derrière une grosse lessiveuse. C'est que le père Jean, tout le monde le craint, surtout les garnements et les polissons. Le père Jean, c'est un vieux paysan bourru, bougon, le genre pas commode qui marmonne dans sa barbe broussailleuse en vous jetant un regard mauvais sous ses gros sourcils. Il habite une ferme isolée dans le hameau du Baillet, et personne ne s'en approche sans une bonne raison. On ne le dérange pas pour rien, le père Jean. Petit Pierre veut attendre que le vieux paysan soit parti pour commettre son forfait. Mais parfois, ce que veut la tête, ce n'est pas ce que veulent les pieds. Et les pieds du Petit Pierre ne sont pas habitués à rester tranquilles. Alors, sans que Petit Pierre lui ait rien demandé, l'un de ses pieds se met à gigoter et accroche la ficelle. La ficelle tire sur l'escabeau, qui tombe sur les seaux, qui s'écroule sur les arrosoirs, qui renverse les boîtes à tabac et les pots à lait. Tout ça dans le plus grand tintamarre qu'on puisse imaginer. Le ferblantier se met à beugler aussi fort que les vaches du père Jean, et la moustache du boutiquier tremble de colère en cherchant l'énergumène qui a causé la catastrophe. Mais il ne trouve personne sur qui déverser sa fureur, parce que Petit Pierre a disparu. Tout le déluge de fer blanc s'est abattu sur sa tête. Le tout petit bonhomme se retrouve enfermé dans une boîte à tabac qui est tombée au fond d'un pot à lait qui a atterri dans un grand seau. Et vu la tempête qui sévit à ce moment-là dans le magasin, Petit Pierre se garde bien de se montrer. Le père Jean, qui n'a pas bougé d'un pouce, grogne dans sa barbe à l'adresse du ferblantier. « Quand vous aurez fini de faire le pitre, vous pourrez peut-être me servir ? J'ai besoin d'un grand seau et aussi d'un pot à lait pour remplacer le main que la rouille a percé. Donnez-moi donc cela, ça fera l'affaire, c'est déjà tout emballé. » Et sans attendre que le boutiquier le serve, le père Jean attrape le seau dans lequel est tombé le pot à lait, où justement se trouve le Petit Pierre, prisonnier de la boîte à tabac. Le vieux jette les pièces pour payer sur le comptoir et, sans un mot de plus, sort de la boutique, sa quincaillerie à la main. Il le trouve bien un peu lourd, le seau. Mais il se dit que c'est les années qui font ses bras moins forts et le fer-blanc plus lourd. Dehors, le père Jean accroche le seau sur le dos de son âne, et sa bête à la longe, il repart chez lui. L'âne sent bien lui aussi que le seau est plus lourd qu'il ne devrait. L'âne, qui a bon odorat, reconnaît l'odeur du Petit Pierre. Mais l'âne se souvient du jour où Petit Pierre lui a accroché toute une série de casseroles à la queue. Alors il ne dit rien à l'âne. En lui-même, l'animal se réjouit déjà du magistral coup de pied que Petit Pierre prendra quand le père Jean le trouvera dans son pot à lait. Et Petit Pierre non plus ne dit rien. Il espère bien pouvoir s'enfuir sans être vu quand le paysan aura posé le seau dans un coin. Mais les choses ne vont pas toujours comme on voudrait qu'elles aillent. Sitôt arrivé à la ferme, le père Jean s'en va dans l'étable, le seau dans une main, le pot à lait dans l'autre. Quand le seau est plein, le paysan verse le lait dans le pot.
Dans la boîte à tabac au fond du pot, Petit Pierre est inondé et plus moyen de sortir avec le lait qui appuie si fort sur la boîte. Alors Petit Pierre se met à braire aussi fort que l'âne du père Jean quand il a peur d'une souris. Le père Jean, bougonnant dans sa barbe, plonge la main dans le pot pour voir qu'est-ce qui braille comme ça dans son lait. Il sort la boîte à tabac et le Petit Pierre qui est dedans. Il est furieux, le père Jean, que son lait soit tout gâté. Et quand il est furieux, ses sabots tapent plus fort encore que d'habitude sur les fesses des garnements. Et comme si ça ne suffisait pas, la vache, qui a eu bien peur des cris du Petit Pierre, ajoute un coup de ses sabots sur les fesses déjà toutes rouges du petit bonhomme. Et Petit Pierre prend ses jambes à son cou pour s'enfuir. Mais quand il passe à côté de l'âne, l'animal remet un petit coup de ses dents à la culotte du garnement, juste pour se venger des casseroles. Depuis ce jour, Petit Pierre n'a plus fait l'école buissonnière. Il est retourné illico en classe, où on dit qu'il est resté 10 jours debout au fond de la pièce sans pouvoir s'asseoir tellement son derrière le chauffait. Il est devenu un excellent élève, sauf pour les problèmes d'arithmétique qui parlaient de seaux, de litres de lait et de pots en fer blanc.